Bonjour à tous, je vais commencer par juste me présenter. Ici, j'ai Elisabeth Simard, Éric Sauvageau et moi-même, Elisabeth Gosselin. Donc, on fait partie de l'entreprise Conseil 3E. La présentation on va être divisée en 5 parties. On va voir tout d'abord l'explication du mandat, on va faire un retour là-dessus. On va faire un peu vous montrer l'analyse qu'on a fait au courant de la résolution. On va vous montrer le diagnostic qu'on en a déduit. On va vous présenter les différentes stratégies qu'on trouvait pertinentes et finalement comment implanter ces stratégies-là dans le DQP. Donc, on sait très bien qu'avoir un fort taux de roulement dans son entreprise peut être très coûteux. Donc, en fait, on sait que ça peut aller jusqu'à 140 % du salaire annuel là, qui peut être représenté comme ça là, dans les coûts. Donc, c'est très important de se pencher sur ce problème-là. Donc, dans le mandat qu'on avait ici, c'était de voir vraiment comment on peut recruter plus d'employés pour l'entreprise Motoparts. Ensuite, comment on peut les motiver, comment on peut établir un plan de relève, parce que là, on savait que le propriétaire a récemment pris sa retraite, donc comment on peut remédier à cette problématique-là. Et finalement, comment on peut retenir les employés qu'on aura recrutés au sein de l'entreprise. On va répondre à ces 4 problématiques-là au cours de la présentation. Donc, moi, je vais vous parler de l'analyse qu'on a effectuée de l'entreprise, soit les forces et faiblesses. Donc, pour commencer avec les forces majeures de l'entreprise, qu'on a ressorti, on a sorti que les contrats de travail étaient bien effectués. Sinon, les formations sont continues pour les représentants des ventes, ça c'était un atout pour l'entreprise. Sinon, les cours d'anglais qui sont offerts dans les formations aussi, ça c'est vraiment une valeur ajoutée. À part de ça, il y avait l'adaptation des services et des produits, comme avec les nouveautés du marché, que l'entreprise était capable de s'adapter. Ensuite de ça, on a noté que l'entreprise était présente sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook, comme on a vu, puis ça c'est un atout pour aller rejoindre plus de personnes. Ensuite, que les commis de bureau sont très qualifiés, donc souvent qui étaient en masse qualifiés pour leur job, là, que ça, il n'y avait pas de problème. Ensuite de ça, pour ce qui est des faiblesses majeures de l'entreprise, on a ressorti qu'il y avait un manque de formation, surtout pour les mécaniciens. Le processus d'embauche n'est pas vraiment bien adapté parce qu'il n'y a pas de processus formel. Ensuite de ça, on a noté qu'il y avait peu d'avantages sociaux pour les employés et qu'il y avait un manque de présence physique de l'entreprise dans les écoles de formation continue. Pour ce qui est des opportunités, on a noté qu'il y avait un grand sentiment d'appartenance que l'entreprise pourrait développer et utiliser à son avantage. On a noté aussi qu'il y avait une présence d'industries majeures dans la région et qu'il y avait une volonté de la ville d'attirer des habitants, ce qui peut être une force pour l'entreprise. Et pour ce qui est des menaces, on a vu qu'il y avait une forte concurrence à proximité, donc les industries majeures qui sont proches. Il y a des conditions avantageuses qui sont offertes chez les concurrents aussi. La formation DEP est peu adaptée et aussi un manque de main-d'œuvre majeur. Donc, on a effectué un diagnostic avec les forces et faiblesses que je viens de présenter. On a trouvé qu'il y avait un manque de direction aux ressources humaines. Donc, il n'y a juste pas de direction aux ressources humaines, puis on trouve que ça pourrait vraiment ajouter de la valeur. Il y a un manque de processus formel d'embauche, comme j'ai mentionné plus tôt. Et les formations sont non adaptées, comme j'ai mentionné plus tôt également. Il y a une volonté de la ville de développer, ce qui pourrait vraiment aider l'entreprise. Et il y a un obstacle à la continuité d'exploitation. Donc, considérant notre diagnostic, on a établi 4 stratégies, donc les grandes lignes qu'on va vous détailler dans les 7 étapes suivantes. Nos 7 étapes vont y aller plus en profondeur dans nos stratégies. Première stratégie, offrir des conditions de travail concurrentielles. Évidemment, l'option de télétravail de nos jours, c'est quelque chose qui est fort envisageux, qui serait à considérer pour les représentants de vente et commis de bureau. On en revient plus tard. La prise en charge de la formation professionnelle, c'est-à-dire que l'entreprise assume entièrement la formation professionnelle de ses employés. Deuxièmement, l'implication sociale, c'est une des 3 volets du développement durable aujourd'hui. Pour Motoparts, l'implication sociale, ça peut être très important en s'affiliant avec la ville. On revient toujours avec ça tout à l'heure, puis en s'impliquant dans la formation continue, principalement dans les DEP, s'impliquer dans la formation DEP. Développer un programme d'aide aux employés, offrir des plans de carrière, avoir des avantages sociaux supérieurs. La mise en place d'un plan de relève, poste de gestion, on revient là-dessus. Donc, pour commencer un peu dans les 7 étapes d'implantation,
La première étape, c'est une étape qu'on trouve particulièrement importante pour l'entreprise. En fait, c'est d'embaucher un directeur des ressources humaines. Donc, tout d'abord, les avantages reliés à ça, c'est qu'il y aurait une grosse réduction au niveau des charges de travail, autant pour les autres directeurs que pour les employés. Donc, on va pouvoir vraiment centraliser les forces, autant les employés qui sont plus au niveau les mécaniciens, mais ils vont pouvoir vraiment utiliser leurs forces techniques pour faire leur travail au lieu d'utiliser leur temps et leurs efforts à former les nouveaux qui rentrent. Et pour ce qui est des directeurs, ils vont pouvoir se concentrer sur leurs autres tâches administratives, améliorer par exemple les performances de leur division au lieu de se concentrer sur la publication de postes ou les entrevues, ces choses-là qui peut être un processus assez long. Et finalement, c'est sûr que tout ça, ça peut favoriser la motivation et la intention des employés, étant donné que justement, par exemple, les mécaniciens qui sont en entreprise vont pouvoir se concentrer sur ce qu'ils aiment faire, soit plus la mécanique, le côté plus technique, puis éviter tout ce qui est plus formation du niveau. Ensuite, il y avait une petite crainte par rapport au nombre de tâches, la charge de travail qu'un directeur des ressources humaines pourrait avoir dans l'entreprise. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas lieu, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs tâches qui pourraient être attitrées au directeur des ressources humaines. Donc, il n'y aurait vraiment pas de quoi se tourner les pouces. Là, on en a quand même sorti quelques-unes. D'abord, c'est à mentionner qu'on n'avait pas vraiment des analyses de postes ou des descriptions de postes. Donc, en ayant un directeur des ressources humaines, cette personne-là pourrait vraiment se concentrer là-dessus. Donc, ce serait vraiment plus facile dans le processus d'embauche de savoir qui on veut cibler. Puis pour les employés, pour les gens qui aimeraient postuler sur des emplois aussi, eux autres, c'est plus simple de savoir quel genre d'emploi les intéresse. Puis ça peut favoriser aussi une rétention là, si on sait directement pour quel poste on applique. Puis ça va aussi, c'est ça, dans le même sens que le processus formel d'embauche. À ce moment-là, ça permet aussi un meilleur contrôle interne dans les embauches pour s'assurer que c'est fait de la bonne façon. Ensuite, mise en place de formations complètes internes, ça on va en parler un peu plus tard, mais ça serait, toutes les formations seraient sous la responsabilité évidemment du directeur des ressources humaines, donc ça demande quand même une bonne coordination et quand même du temps. C'est aussi lui aussi qui ferait la représentation dans les centres de formation continue. Donc, entre autres, dans les centres des gens où il y a les DEP et tout, pour avoir une présence qui est là pour aller recruter directement les finissants, puis aider aussi les étudiants à se diriger vers quel genre d'emploi pourrait les intéresser, dont les emplois chez Project Arts, évidemment. C'est aussi lui qui s'occuperait de la négociation des conventions collectives et des dossiers qui traitent des assurances et de la CSST. Parce que pour l'instant, c'était surtout le commis comptable ou le contrôleur qui s'occupait de ça. Mais c'est vraiment des tâches qui relèvent du directeur des ressources humaines. C'est important pour les employés qui sachent vers où se tourner si jamais on a des questions par rapport à ça ou qu'ils ont une problématique. Puis c'est sûr que le directeur des ressources humaines a une bonne formation là-dessus, donc va être en mesure de répondre mieux à ces questions-là que nos personnes de l'entreprise. Pour ce qui est de la deuxième étape, on avait pensé revoir la mission et les valeurs de l'entreprise. Donc, pour ce qui est de la mission, on l'aurait formulée comme suit: fournir des produits et services équitables de grande qualité à ses clients afin de rester compétitif sur le marché. Donc, la modification qu'on a apportée, c'est le mot équitable pour les produits et services. On pense que ça correspond mieux aux tendances actuelles et que ça va mieux évoluer dans le futur avec les générations futures. Ensuite, pour ce qui est des valeurs de l'entreprise, on avait pensé à instaurer un mode de pensée de développement durable. Donc, qui va un peu avec les produits et services équitables parce que ça va mieux évoluer dans le temps. Et on propose aussi d'inclure le bien-être des employés dans les valeurs de l'entreprise. La troisième étape, implanter une formation standardisée à distance, c'est-à-dire standardiser toutes les formations. On l'a vu dans la situation de Motoparts. Il y a beaucoup d'apprentissage sur le tas, c'est-à-dire aussi que les mécaniciens apprennent comment ça fonctionne sur les lieux de travail. Nous, l'avantage de ça, c'est d'offrir une formation à distance. Ils peuvent voir comme la base de l'entreprise, les 5 divisions, comment est-ce qu'elles fonctionnent puis qui sont interreliées. Puis apprendre l'aspect technique plus avec les mécaniciens sur le plancher directement. Ça crée une polyvalence des employés qui peuvent changer de poste entre les divisions en ayant une formation qui est vraiment plus complète de l'entreprise. Ça fait une mise en commun des expertises parce que pour établir une standardisation, ça prend une collaboration entre les directeurs des 5 divisions. Fait que pour pouvoir faire ça, ça va peut-être rapprocher les 5 divisions ensemble. On peut mettre en commun des expertises qui n'étaient pas mises en commun auparavant parce qu'ils vont pouvoir développer une formation. Un directeur va pouvoir voir qu'il n'y a pas. Dans cette division-là, il faisait ça. On n'avait pas vraiment considéré ça. Améliorer les processus internes.
Ça améliorera donc les relations de travail, diminution des coûts de formation. On sait que c'est très interrelié. Si tout le monde a la même formation, de facto, on peut penser qu'il y a des gens qui vont rester un petit peu plus dans l'entreprise. Et développement durable, si on fait une formation qui est à distance, nécessairement, on n'écrit pas de papier. Ça évite aussi que les gens se déplacent pour rien, inutilement, vers le siège social. On sait qu'il y a 5 points un peu partout stratégiquement au Québec. L'implication, c'est standardisation des formations. Les directeurs ils doivent communiquer entre eux, créer une formation qui n'est pas encore là. Pour ce qui est de la 4e étape de notre processus d'implantation, on voudrait redéfinir les conditions de travail des employés. Donc, on voudrait proposer une option de télétravail pour les employés administratifs, donc de pouvoir travailler à partir de chez eux, ce qui touche aussi au développement durable, comme Eric vient de dire, pas de déplacement inutile. De cette façon-là, par exemple, il y aurait des investissements à prévoir, soit ce serait à vous de voir si vous voudriez fournir ou non des ordinateurs pour les employés, ou sinon effectuer la création d'un cloud pour mettre tous les postes de travail dessus pour que tout le monde puisse travailler à distance et que tout soit à la même place. Sinon, on propose d'assumer les frais de cotisation professionnelle que l'entreprise assume au lieu que ce soit séparé entre les employés et l'entreprise. Sinon, on voudrait proposer l'option d'acheter des parts de l'entreprise pour la direction. Ensuite de ça, on propose d'améliorer les programmes d'assurance collective et aussi d'offrir des congés discrétionnaires, donc ce qui laisserait une plus grande liberté aux employés pour ce qui touche à leur congé. Concernant la 5e étape, l'amélioration de l'implication sociale, développer des partenariats avec la ville, peut-être inciter l'installation des habitants, donc attirer les employés, puis s'ils s'installent dans la ville où ils vont travailler, peut-être avoir un certain rabais sur l'acquisition ou sur les taxes municipales. On sait qu'au Québec, c'est arrivé avec certaines petites municipalités. Amélioration des loisirs, fait investir un peu dans les loisirs de la communauté. De un, pour améliorer le sentiment d'appartenance dans la ville. De deux, peut-être inciter nos employés à participer aux loisirs. Ça va améliorer un peu la santé de nos employés aussi. La présence dans les centres de formation continue. Donc, notre directeur RH qui s'implique un peu dans la formation, qui peut adapter aux conditions réelles de Motoparts. Donc, peut-être négocier avec la direction de certains DEP pour adapter au bout du jour. Sinon, peut-être faire des ateliers. Aussi, ça permet de peut-être faire du recrutement pour le futur. Miser sur le sentiment d'appartenance, c'est dans la ville surtout. C'est surtout d'éduquer les jeunes qui sont près de Motoparts, que c'est peut-être avantageux pour eux de rester dans la communauté, d'aller se former de eux et de revenir dans le futur. Donc, la 6e étape de notre plan d'implantation, c'est d'établir un programme d'aide aux employés, donc sur différents volets. Tout d'abord, établir des plans de carrière pour les commis de bureau. Donc, on mentionnait déjà que les commis de bureau, souvent, sont déjà qualifiés pour faire cet emploi-là. C'est les gens qui, selon nous, sont plus, qui ont plus de chances de vouloir monter dans les postes de direction plus administratifs. Donc, établir dès le départ des plans de carrière, où est-ce qu'ils peuvent se rendre, puis comment ils peuvent se rendre jusqu'à cet endroit-là. Donc, ça peut les motiver, premièrement, à rester dans l'entreprise, puis à mieux performer pour pouvoir atteindre des postes de gestion. Ensuite, améliorer les conditions des travailleurs pour les congés parentaux. On parlait entre autres du sentiment d'appartenance. On veut que les familles viennent s'installer dans la ville de Plessisville, comme là où le siège social est. Donc, d'avoir des meilleurs programmes pour ça, ça peut inciter les familles à justement vouloir venir s'installer là et venir travailler pour Motoparts, évidemment. Et faciliter l'accès à des professionnels de la santé. On mentionnait que les assurances étaient plus de base, donc pouvoir avoir accès à des services de ce genre peut être une bonne façon d'attirer les employés. Pour la dernière étape du plan d'implantation, c'est établir un plan de relève pour la bonne continuité de l'entreprise. Donc, ça, qu'est-ce que ça impliquerait? Il faudrait former en gestion les commis de bureau, comme Elisabeth vient de parler, pour qu'ils puissent gravir les échelons. Ensuite, il faudrait impliquer les employés dans les processus décisionnels pour que tout le monde ait plus une petite formation en gestion, mettons. Et ensuite, il faudrait engager une entreprise chasseuse de tête pour plus cibler les personnes qui ont déjà une expérience en gestion et qui pourraient bien satisfaire aux éditions.
Donc, pour terminer, juste de conclure les 7 étapes. Donc, on a l'embauche du directeur des ressources humaines, revoir la mission et les valeurs, implanter une formation standardisée à distance, redéfinir les conditions de travail des employés, améliorer l'éducation sociale, établir un plan d'aide aux employés et établir un plan de relève. C'est terminé. Donc, je donne 5 minutes pour les questions. Au juge. Oui. J'étais juste curieux, un poste à temps plein d'un consultant ressources humaines. Voyez-vous ça sur un mandat d'1 à 2 ans ou vous voyez ça vraiment un poste à temps plein qui va s'étirer dans le futur? Et je pense que ce serait plus à temps plein qui va s'étirer dans le futur parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer les formations, il y a toujours moyen de. Je pense que, surtout quand il y a des employés, on disait des entreprises à plus de 50 employés, c'est prouvé là, que d'avoir un directeur ou un conseiller en ressources humaines, c'est très important. Au niveau des contrats de travail, êtes-vous en accord avec ça ou c'est pas quelque chose qui affaiblit un petit peu l'entreprise au niveau de la perception de nouvelles employés? C'est quelque chose qui, moi je pourrais vous dire ça, un contrat de travail ou une entente de travail, c'est peut-être moins sévère. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Est-ce que le fait d'offrir mieux qu'un salaire ne nous garantit pas le fait que l'employé va rester le plus longtemps possible? Parce qu'on doit l'attacher avec un contrat de travail. À nos yeux, le contrat de travail, c'est plus une définition entre les relations entre les parties prenantes, entre l'employeur et l'employé. C'est réconfortant d'avoir une entente de travail où c'est que toutes les définitions sont incluses, où c'est que l'employeur s'engage à ça, moi je m'engage à ça. C'est plus clair d'avoir une entente de travail entre les deux parties que juste être embauché, signer son formulaire. Je m'appelle Éric Sauvageau, j'ai tel âge, je suis né telle année, puis j'ai ce salaire-là. Moi, une entente de travail permet de définir, j'ai droit à ça, mon employeur a droit à ça, puis si jamais on ne s'entend pas sur quelque chose, c'est écrit sur papier. Fait c'est restrictif, oui, mais en même temps, c'est vraiment réconfortant pour et l'employeur et pour les deux parties. C'est ça. Très bien répondu.